Bienvenue dans Salud, le nouveau magazine de la rédaction consacré à la santé et au bien-être. Après de longues années fructueuses, une page se tourne. Les médicales qui étaient animées jusque-là par Angelina Risterucci se transforment. Angelina suit désormais d'autres chemins, d'autres aventures et nous lui adressons un salut très chaleureux et très amical. Alors que vous réserve ce premier numéro de Salud? Et dans notre rubrique Quoi de neuf, docteur? Nous ferons le point sur les nouvelles règles de vaccination qui vont bientôt s'appliquer aux tout-petits. C'est la rentrée, notre dossier s'intéressera aux enfants et aux adolescents. Comment les aider à passer une bonne année? Comment supporter les rythmes scolaires? Bien manger? Bien choisir ses activités sportives? Réponse avec nos invités. Quels sont les rendez-vous et les manifestations à retenir dans les prochains jours? Vous saurez ce qu'il faut noter sur vos agendas. Enfin, la rubrique à lire, à voir vous proposera des suggestions de livres, de vidéos, de sites internet ayant un lien avec la santé. On ouvre tout de suite notre rubrique Quoi de neuf, docteur? C'est une annonce fracassante qu'a lancée la nouvelle ministre de la Santé, Agnès Buzyn, à peine nommée en juin dernier. Jusqu'à présent, il fallait vacciner les enfants de moins de 2 ans contre 3 maladies, la diphtérie, le tétanos et la polio, sauf contre-indication médicale. Désormais, à partir du mois de janvier 2018, 8 autres vaccins seront à leur tour obligatoires pour les enfants. Alors, pourquoi faut-il le faire? On écoute les explications de la ministre qui était interrogée fin juillet sur France 2. 70% des enfants et donc des familles font déjà les 11 vaccins qui sont soit obligatoires, soit recommandés. Donc il s'agit simplement d'augmenter cette couverture vaccinale à 95% de la population pour atteindre les chiffres recommandés par l'OMS et qu'on a dans les autres pays du monde. Pour vous, c'est une affaire de santé publique, pas seulement individuelle? Tout à fait, c'est une affaire de solidarité. On protège les autres. Il est un impératif de santé publique de vacciner tous les enfants. Alors, prenons effectivement l'exemple de la rougeole. D'après les chiffres du ministère, actuellement, 78% d'enfants en France sont vaccinés contre cette maladie. Le but est donc d'arriver à 95%, comme l'a précisé Agnès Buzyn. Depuis l'annonce de la ministre, plusieurs collectifs ou associations ont battu leur appel, notamment sur les réseaux sociaux, ou bien carrément en manifestant dans la rue. C'était le cas samedi dernier à Paris, pour s'opposer à cette mesure. Ils réclament des vaccins sans aluminium, ce qui n'est pas le cas actuellement et qui pourrait justifier la méfiance des parents. À l'initiative du ministère de la Santé, des consultations juridiques se poursuivent pour étudier les possibilités d'exemption de vaccination. Mais il n'est pas exclu que les bambins non vaccinés encourent des sanctions comme l'interdiction de fréquenter une crèche, une collectivité ou bien d'aller à l'école. Affaire à suivre donc. On en vient maintenant au thème principal de cette émission, c'est la rentrée. Alors depuis le 5 septembre, les enfants et les adolescents ont repris le chemin des écoles, collèges et lycées. Comment faire en sorte qu'ils vivent bien leur année scolaire? Eh bien, nous allons en débattre avec nos deux invités. Le docteur Edeline Coindé, elle est pédiatre à l'hôpital de la Miséricorde à Ajaccio. Et puis nous accueillons également Sophie Targetti, nutritionniste. Avant d'entrer dans le vif du sujet, docteur Coindé, que pensez-vous de la vaccination contre 11 maladies qui va devenir obligatoire pour les enfants? Alors moi, je suis plutôt favorable à la vaccination pour ces enfants. Ces vaccins sont déjà réalisés sur la majorité des enfants. Donc quand on nous dit on ne sait pas ce que ça va devenir, si, on a quand même une grande population qui l'a. Après, comme dit la ministre, quand on a vu des enfants mourir de rougeole, quand on a vu des enfants mourir de coqueluche, quand on a vu des enfants mourir de méningite, on se dit qu'avoir une protection collective, c'est important. Mais alors, qu'est-ce qui cloche dans cette annonce? Le fait que ça soit un caractère obligatoire, il y a une mauvaise compréhension de la part des parents?
Alors, je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de parents qui ont eu peur du chiffre 11 et qui ne se sont pas rendus compte que déjà, leurs enfants l'avaient eu. Dans ma famille, à moi, j'ai fait la remarque à des personnes qui leur disent « mais ton fils, il l'a eu » et a dit « ah bon ?» Donc, il y a effectivement déjà peut-être une désinformation à ce sujet-là. Et le fait que rendre les choses obligatoires, je crois qu'actuellement en France, on n'aime pas trop. Mais c'est un avis personnel. Alors, on en vient maintenant au vif du sujet. La rentrée scolaire cette année a été marquée par de nombreuses réformes, notamment le retour à la semaine de 4 jours en primaire pour de nombreux enfants, un bouleversement dans l'organisation quotidienne de l'emploi du temps des familles. Regardez ce reportage de Stella Rossi, Jacques-Paul Stéphanie et Jennifer Capaille qui ont suivi une famille avec 3 enfants. Il est 6 heures. Chez la famille Paul Stéphanie, c'est l'heure de se lever. Maman, debout. Allez, debout. Après un réveil difficile, direction le petit déjeuner. Le matin, elle mange une tartine en général, des fois des fruits, du thé. Manon et Marie, les 2 aînés, auront eu 40 minutes entre le lever et le départ au collège. Moins d'1 heure après, le jour s'est levé et c'est au tour d'Anna, la cadette, de sauter du lit. Cartable à la main, les voilà partis pour une nouvelle journée. Il est 16h30. Nous retrouvons la petite famille à la sortie de l'école d'Anna. Sophie doit désormais attendre Manon et Marie qui la rejoignent depuis le collège en bus de ville. Et parfois, l'attente peut être très longue. On a attendu pendant 1h40 le bus. Puis ils sont arrivés les 3 en même temps et ils étaient tous pleins. 25 minutes en voiture sont encore nécessaires avant de retrouver la maison et s'accorder enfin un moment de détente. 3, 2, 1, go! Ce soir-là, Marie et Manon n'ont pas de devoirs. Anna, qui est au CP, elle, a de la lecture. Et c'est dans la cuisine, sous l'œil de Sophie, qu'elle s'exerce. Se retrouve quoi? En rang. Se retrouve en rang par 2. Non, t'as oublié un mot. Des fois, je me trompe, c'est difficile. Et puis des fois, je m'en sors pas. Et donc, j'ai besoin d'aide. Ici, tout est bien réglé. On dîne à 19h tapante et on fait bien attention au contenu de l'assiette. C'est pas mal de légumes ou des lentilles, des choses comme ça, des omelettes. Mais je fais pas de viande. Elles en mangent déjà à l'école, à la cantine, donc je n'en fais pas. Les filles doivent aussi se laver et préparer leurs affaires pour le lendemain. Puis vient un dernier moment de loisir. Allez Anna, on y va. Allez. Il est pratiquement 8h30 là, on y va. Allez, 8h30. Il est l'heure d'aller dormir et après une journée marathon, c'est enfin l'extinction des feux. Voilà, on leur souhaite une bonne nuit. Docteur Coinde, le maître mot, c'est l'organisation? Ah oui, le maître mot, c'est l'organisation. Oui, avec des enfants, c'est effectivement compliqué. Tout est prévu. Alors, l'un des paramètres qui a été mis en avant pour justifier ce retour à la semaine de 4 jours, c'est la prise en compte de la fatigue des enfants. Est-ce que, pour vous, c'est un paramètre qui est réaliste ? Alors, la fatigue des enfants, c'est effectivement un paramètre, mais moi, j'ai lu du coup des choses sur les rythmes des enfants. Effectivement, ils apprennent mieux le matin. Les rythmes scolaires sont mieux sur 5 jours et demi, mais pas avec le mercredi matin. Ça serait plutôt avec le samedi matin dans toutes les recommandations de ceux qui ont étudié effectivement, de façon à effectivement qu'ils aient un jour de repos au milieu de semaine, mais surtout qu'ils n'aient pas 2 jours pour se désynchroniser le week-end. Mais pourtant, quand on était à 4 jours et demi, on disait que l'emploi du temps quotidien était plus léger. Donc là aussi, on mettait en avant la prise en compte de la fatigue des enfants. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on disait que les journées étaient moins chargées et donc les enfants étaient moins fatigués. Mais effectivement, il fallait travailler le mercredi matin. Alors les journées effectivement étaient moins chargées, mais je dirais pas toutes, puisqu'effectivement c'était pas réparti sur tous les jours, ça dépendait des écoles. Il y a des écoles où les mardis après-midi et les vendredis après-midi étaient allégés, d'autres c'était simplement le vendredi, donc c'était pas allégé de façon globale.
Donc la fatigue pouvait effectivement persister. Et de toute façon, ces enfants, les parents, ils ne vont pas les chercher à 3h30. Hein. Ils restent à l'école, ils font des activités. La durée de la journée, c'est la même. Mais en tout cas, à 3h30, il n'y avait pas d'apprentissage de connaissances. C'était plutôt des activités ludiques. Alors oui, c'est plutôt des activités ludiques, mais pareil, sur le plan de la biologie, si on peut dire comme ça, les périodes favorables pour les apprentissages sont les fins de matinée et les fins d'après-midi. Donc les fins d'après-midi, c'est plutôt en début d'après-midi qui a besoin d'un repos, de faire autre chose, plutôt qu'en fin d'après-midi. Alors dans ce reportage, on parle aussi de l'importance du sommeil. Et ce qu'on entend régulièrement dans les écoles, c'est que les enfants ne dorment pas assez, y compris les tout petits. Quelles sont les règles en matière de sommeil ? Alors déjà, les règles, il y a des règles globales pour tout le monde, et puis il y a chaque individu qui est différent. Les adultes, les enfants, il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont du soir, pareil. Il faut qu'ils aient, par contre, les enfants, au minimum une dizaine d'heures de sommeil par jour, par nuit plutôt, avec effectivement une sieste pour les plus petits qui ne va pas au-delà de 15h30 et qui jusqu'aux enfants jusqu'à 5-6 ans. Plus petits, vous entendez par là les enfants qui fréquentent une maternelle. Les fréquences, voilà. Ils peuvent effectivement bénéficier d'une sieste, mais qui ne va pas au-delà de 15h, 15h30, de façon à ne pas amputer après la nuit de sommeil derrière. En primaire, il faut combien d'heures de sommeil ? Autour de 10 heures. Et quand un enfant fréquente le secondaire ? C'est un peu moins, c'est 8-9 heures. Oui. Alors, vous parlez de la durée du sommeil. Oui. Maintenant, l'horaire auquel il faut coucher les enfants. On entend dire souvent que les enfants se couchent trop tard. Est-ce que c'est le cas ? Alors, c'est, je pense, le cas dans de nombreuses familles. L'horaire se calcule en fait en fonction de l'heure à laquelle on se lève. Si on se lève à 7 heures du matin, il faut coucher les enfants vers 20h30, 21h. Parce que le sommeil, il y a aussi la phase d'endormissement. Donc, je ne pense pas que tous les enfants soient couchés vers 20h30. Et quelles sont les conséquences d'un manque de sommeil ? C'est préjudiciable à quoi ? C'est préjudiciable à connaissances ? Plein de choses. L'acquisition des connaissances, c'est préjudiciable. Il y a des problèmes d'obésité aussi. On va en parler dans quelques instants. Oui. C'est de l'agressivité, de la gestion de ses émotions, donc et puis les rythmes après chronobiologiques, hormonaux, la croissance. C'est préjudiciable à l'immunité aussi. Un enfant qui ne dort pas bien sera plus facilement malade. Et ça peut jouer sur la croissance des enfants ? Oui, les hormones de croissance sont sécrétées la nuit, donc oui, ça peut jouer sur la croissance. Alors la nuit, beaucoup d'enfants ont toujours un téléphone connecté, voire une tablette à côté de leur lit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suppose qu'effectivement vous n'êtes pas pour, mais expliquez-nous pourquoi. Je suis pas pour. C'est ce que j'appelle, moi, souvent avec eux, la consommation écran. Les tablettes et les téléphones envoient une lumière bleue. Et la lumière bleue va perturber la sécrétion de l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. Et donc, du coup, allonger la durée de l'endormissement de l'enfant. Et l'enfant aura un sommeil de moins bonne qualité. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau ? Ça veut dire qu'il est tout le temps en alerte ? Ça veut dire qu'il ne sait plus si c'est le jour ou la nuit. Carrément. Normalement, effectivement, mais il y a longtemps, on fonctionnait avec le soleil, c'est-à-dire qu'on allait se coucher quand la lumière déclinait, on se levait quand le soleil se levait. Là, on ne le fait plus, on a plein de lumière, vous en voyez tous autour de vous, il y a plein de lumière, mais du coup, effectivement, il faut quand même que le cerveau ait un cycle. Et ce cycle, moins il y a de stimulation lumineuse le soir, plus il est effectivement proche de son cycle naturel. Mais c'est peut-être difficile de dire à un enfant de ne pas rester connecté s'il voit ses parents, eux, rester connectés. C'est un excellent problème. Oui. Alors comment est-ce qu'on fait ? Après, comment on fait ce qu'on fait ? On donne l'exemple. On peut donner l'exemple. C'est pareil, ça perturbe aussi le sommeil des parents. Donc ça veut dire pas de téléphone ? Surtout pas de téléphone, pas de tablette. Pas de tablette. Il y a beaucoup de chambres dans lesquelles on trouve aussi un poste de télévision. Moi, ça ne me choque pas qu'il n'y ait pas de télé dans la chambre. Et plutôt, au contraire, je favorise le fait qu'il n'y ait pas de télé dans les chambres. Alors, est-ce que ça ne correspond pas non plus à une évolution de la société ? Parce que peut-être qu'on dormait plus avant et que maintenant, effectivement, on est plus sollicité, on n'a plus d'activité et donc on passe moins de temps dans les phases de sommeil.
On a les mêmes organismes, nos organismes ont les mêmes besoins, le cerveau a les mêmes besoins, les muscles ont besoin de récupérer, le cerveau a besoin d'apprendre la nuit. Donc oui, c'est effectivement une question d'évolution de la société, mais je ne pense pas qu'il faille aussi complètement perturber ce qu'on est. C'est difficile de rééquilibrer le sommeil d'un enfant qui est perturbé ? Alors il y a des cliniques de sommeil, mais pas du tout ici. Après, c'est des choses comportementales. Il faut effectivement supprimer la télé, supprimer la tablette, l'écran, réinstaurer les rituels, la lecture le soir. C'est très bien pour le cerveau de lire. Le cerveau, ce qu'il lit effectivement juste avant de se coucher, il le mémorise bien mieux. Donc il faut effectivement changer peut-être certains modes de vie. Et préconiser un environnement calme et confortable aussi peut-être. Calme et confortable, sécurisant. Alors, on l'a vu dans le reportage, les enfants ont parfois des emplois du temps très lourds entre l'école, la phase réservée au transport, il ne faut pas le nier. Est-ce que les enfants ont du temps pour s'ennuyer, pour paresser ? Est-ce que ça, c'est indispensable ou pas ? C'est important qu'ils paraissent, effectivement, et qu'ils s'ennuient et qu'ils trouvent eux-mêmes des solutions pour jouer et faire leur propre jeu. Je pense que dans les transports, ils rêvent. Ils regardent par la fenêtre, ils rêvent, sauf s'ils sont sur leur tablette, effectivement. Sauf s'ils sont effectivement à l'abribus en train d'attendre au milieu des voitures que le bus arrive. Voilà, mais effectivement, il y a une part, je veux dire, nous, quand on était petits, on comptait les voitures, il y a une part de jeu qu'on se crée nous-mêmes. Oui, il est important qu'ils aient du temps à eux pour faire des choses que nous, qu'on leur impose pas. Et vous n'avez pas l'impression que les parents sont souvent en train de les solliciter, en train de dire « fais quelque chose » justement, et que quand on voit un enfant qui ne fait rien, on a plutôt tendance à lui suggérer de faire une activité. Mais est-ce que c'est réellement bien ? C'est à vous que je pose la question. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, il faut qu'ils aient des activités. Oui, ils en ont tous. Les miens y compris. Après, il faut aussi qu'ils aient des instants à eux, qu'ils créent leur propre jeu, qu'ils aient des Lego, qu'ils aient des Playmobil, qu'ils aient des choses où ils s'inventent effectivement leur jeu. Je pense que c'est très important, oui. C'est important pour le cerveau ? Le cerveau a besoin de phases de repos ? Le cerveau a besoin de créer et d'apprendre à créer. Voilà. Donc, si un enfant s'ennuie, on ne lui tombe pas dessus en lui disant « va vite faire quelque chose ». Non, on peut le laisser. Ça fait partie de son emploi du temps. Ça fait partie de son emploi du temps. Ça fait partie de... Oui, il a besoin aussi de se reposer, oui. Alors, autre point important également, le petit déjeuner. Et nous allons en parler avec vous, Sophie Targetti-Gambini. Vous êtes nutritionniste, alors nous allons être très, très concrets. Le petit déjeuner, c'est un repas qui peut parfois poser problème. Vous avez devant vous beaucoup d'aliments que vous recommandez, ou bien au contraire que vous ne souhaitez pas avoir sur les tables du petit déjeuner. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait garder ? Et qu'est-ce qu'il faut éviter ? Alors, pour avoir un petit déjeuner qui soit équilibré et adapté à toute la famille, il faut un produit laitier, un produit céréalier, une boisson et éventuellement un fruit. Alors, dans les produits céréaliers, on a le pain. Donc le pain, idéalement, ce sera du pain aux céréales ou du pain complet, plutôt que du pain blanc. Effectivement, dans le pain aux céréales ou complet, on a des fibres et on a des vitamines et des minéraux que l'on n'aura pas du tout dans le pain blanc. On peut le remplacer par des biscottes. Donc comme ici, vous avez des biscottes au blé complet. Montrez-les, il y en a qui sont effectivement... Et des biscottes aux céréales. Ensuite, tout ce qui est viennoiserie, pain au lait. Je vois des petits pains au lait qui ont l'air d'être succulents. Je vois du pain, si vous voulez bien le montrer, du pain de mie sans croûte. C'est la grande mode actuellement, bien blanc. Ça paraît appétissant, mais ça ne vous plaît pas? Alors non, pas tellement. Disons que ça peut dépanner, mais c'est vraiment pas le meilleur choix à faire. Donc ces produits ici, donc les viennoiseries, les pains au lait et le pain de mie, ça ne rentrera pas dans le groupe des produits céréaliers. Il y a trop de sucre rapide à l'intérieur, et donc du coup, ça va pas calmer la sensation de faim, d'accord? Ce sont les tranches de pain de mie, par exemple, 2 tranches de pain de mie. Prenez-en une, qu'on voit bien. Alors, ça, on le trouve fréquemment dans le commerce. Hein. Voilà. C'est du pain de mie sans croûte, bien blanc. C'est ça. Alors, 2 tranches de pain de mie comme ça va être l'équivalent de 50 grammes de pain, c'est-à-dire d'une portion, un quart de baguette, d'accord? Un petit pain individuel. Sauf que lorsqu'on a mangé 2 tranches de pain de mie, on n'est pas du tout rassasié. Alors, et pourtant, on a l'impression que ça comble. Alors, avec 2, je ne suis pas sûre, peut-être un peu plus, et on a tendance à les manger beaucoup plus vite, parce qu'on mâche beaucoup moins ce genre de produits. Donc ça, c'est important. Donc ces produits-là sont à consommer de façon occasionnelle. Ça peut être par exemple le week-end, sans problème, ou pour dépanner.
Donc vous ne les supprimez pas totalement. Non. Il faut garder un petit peu l'aspect... L'aspect plaisir est très plaisir, important. ouais. Et il faut varier vraiment les petits déjeuners. Ensuite, vous avez les céréales. Donc, vous avez des céréales de type muesli, Prenez-la, mettez-la devant vous, comme ça on va bien voir, Parfait. effectivement. Alors ça, c'est des céréales de type muesli, donc c'est avec beaucoup de céréales complètes. Donc ça, ce sont des céréales qui peuvent être intéressantes. Et vous avez des céréales ici qui sont plus à base de glucides simples, d'accord ? Voilà. Les glucides Bien simples, sucrées. voilà, qui sont très bonnes, mais Oui. en termes de goût, que les enfants adorent. Mais le problème, c'est qu'on va en manger trop en quantité et que, pareil, ça ne va pas forcément rassasier. Une portion, alors, ça ne veut pas dire que c'est interdit, on peut en consommer, mais il faut connaître les quantités. Par exemple, ce genre de céréales, une poignée, c'est-à-dire 30 grammes de céréales suffisent. Sauf que lorsqu'on en sert à nos enfants, on va en servir un bol entier, d'accord ? Donc là, on peut être jusqu'à 50 grammes, entre 30 et 50 grammes, mais c'est beaucoup plus consistant. Les enfants raffolent moins de celle-ci, on est d'accord, que de celle-là. D'accord. Il faut varier vraiment les petits déjeuners. Ensuite, vous avez également le brownie. Très C'est bon. très bon. Alors, quand il est fait maison, c'est pas mal. Quand il est acheté tout prêt, c'est un petit peu moins bien parce qu'il y a beaucoup plus de sucre et beaucoup plus de gras que lorsque vous le faites maison. Il existe des recettes de brownie allégé où on remplace le beurre par de la compote sans sucre ajouté et où on y met très peu de sucre. Donc là, c'est des recettes que l'on peut trouver dans des livres de cuisine ou sur Internet et qui sont très intéressantes, qui sont très rapides à faire. Donc ça aussi, ça ne rentre pas, du moins quand c'est du commerce, ça ne rentre pas dans les produits céréaliers. Vous avez ensuite des petits gâteaux. Alors là, c'est une marque bio. Donc le bio, ça peut être intéressant. Donc là, il y a noté sans huile de palme. Alors il faut faire attention aux étiquettes. Les étiquettes, donc le sans huile de palme, c'est très bien. Sans huile de palme, il y a aussi d'autres dénominations. Huile de palme, ça peut être matière grasse végétale hydrogénée, etc. Je voulais parler d'une pâte à tartiner chocolatée très très répandue. Oui. Alors ça, en général, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, les pâtes à tartiner, c'est pas mauvais pour la santé. On en a une ici qui est pas très bonne, effectivement, parce qu'il y a de la graisse de palme à l'intérieur. Méconnue dans le monde entier. Voilà. Et puis qui est très bonne en termes de goût, on est d'accord. Mais il en existe quand même d'autres. Vous avez des pâtes à tartiner bio, d'accord ? Là, par exemple, celle-ci, c'est une pâte à tartiner en plus corse, sans huile de palme. Alors, en termes de calories, c'est pareil. On a autant de calories dans celui-ci que dans celui-ci, mais en termes de qualité, ça va être bien meilleur celle-ci plutôt que celle-là. D'accord ? On va passer peut-être aux boissons, parce que je vois plusieurs variétés de jus de fruits, voire de boissons aux fruits, ce qui n'est pas la même chose, et un soda archi connu, lui aussi, que l'on trouve sur les tables des petits déjeuners pour les enfants. Voilà. C'est-à-dire que certains enfants, en fait, démarrent leur journée avec ce type de boisson. Exactement. Alors ça, c'est pas bon du tout pour la santé, ça tout le monde le sait. Donc de façon occasionnelle, encore une fois, c'est pas tellement gênant. Pour les enfants, c'est pas bon du tout parce que dans ce genre de soda, il y a de la caféine. Donc pour les enfants, c'est encore une fois très mauvais. Ils existent, comme vous le voyez, là, c'est par exemple un zéro sucre. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro sucre, ça veut dire que quand même il y a du faux sucre à l'intérieur. Ici, vous avez des jus de fruits. Donc là, on a un jus de fruits multifruits. Et vous avez des jus de fruits à base. Enfin, vous avez des boissons à base de jus. C'est pas du tout la même chose. À boycotter. Oui. Alors après, quand vous allez dans le commerce, il faut choisir des jus de fruits 100% pur jus, sans sucre ajouté. Vous en avez un sur la table à côté du lait. Parfait. Voilà, 100% jus. Voilà. Et là, du coup, un verre de jus de fruits le matin, ça suffit. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut de temps en temps, vraiment occasionnellement, se faire plaisir et choisir des produits plutôt de type industriel, mais en tout cas, certainement pas tous les matins. Certainement pas tous les matins. Alors, l'alimentation, c'est important également dans les établissements scolaires et précisément dans les établissements, eh bien, il y a les infirmiers qui sont là pour assister les enfants et les adolescents. Quel est leur rôle ? Comment sont-ils formés ? On va le découvrir avec ce reportage de Stella Rossi et Stéphane Lapera. Il est encore tôt dans la matinée, mais pour cette collégienne, impossible de suivre les cours normalement. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce que tu as ? J'ai mal au ventre. T'as mal au ventre. Allez, viens, je vais te donner quelque chose. Va t'allonger un moment. Et quand quelque chose ne va pas, c'est vers Vanina, l'infirmière scolaire, que les élèves vont chercher du réconfort.
Chaque jour, ils sont entre 20 et 50 collégiens à faire un passage à l'infirmerie. Tu as déjeuné ce matin? Oui. Oui, tu as bien déjeuné. Tu as souvent mal au ventre comme ça? Non. Soigner, mais aussi avoir une oreille attentive, c'est ce que Vanina Colonne a fait depuis près de 25 ans. Bon, bah attendre pour voir si ça agit. Si tu as encore mal dans un petit moment, j'appelle maman. D'accord? D'accord. Comme cette collégienne, la plupart du temps, les élèves viennent pour de petits bobos. Mais parfois, les maux sont beaucoup plus profonds. On peut avoir des journées où on va se contenter de distribuer du paracétamol ou un antispasmodique. Et puis on a des journées où vous allez avoir des situations de détresse telles que des grossesses, des viols, des maltraitances, des enfants harcelés aussi. C'est rare. Dans l'ensemble, les jeunes vont bien. Ces professionnels de santé travaillent étroitement avec tout le personnel éducatif, mais également avec des structures extérieures comme le planning familial. Ils ont aussi leurs particularités. Nous sommes un des seuls, personnels à être dans le secret professionnel. C'est-à-dire que les élèves viennent et peuvent être en toute confiance, nous dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et nous sommes là pour les aider et pour les orienter et passer le relais vers des personnes qui sont plus à même à les prendre en charge. En Corse, tous les établissements du primaire à l'université disposent quotidiennement d'un infirmier scolaire, une permanence souvent complétée par la présence ponctuelle d'un médecin généraliste. Docteur Coinde, c'est un relais indispensable d'avoir un infirmier scolaire dans les établissements. C'est extrêmement important, oui. Ils dépistent beaucoup de choses et après nous font passer les problèmes, si je puis dire. Donc on l'a vu, il y a des petits bobos plutôt légers, mais on peut avoir affaire effectivement à des cas beaucoup plus sérieux. Oui, et les petits bobos légers, s'ils sont répétés, ça cache peut-être des choses plus sérieuses. Les enfants ont plutôt tendance à donner leur confiance à quelqu'un qu'ils voient au quotidien. Les enfants ont tendance à donner la confiance à quelqu'un qui a déjà une étiquette et dont ils savent effectivement qu'il y a un secret médical qui est posé et qui les écoute. Et qu'ils peuvent voir sans leurs parents. Et qu'ils peuvent voir à l'école effectivement sans leurs parents. Après, quand il y a des gros problèmes, des gros soucis, on est aussi obligé de faire rentrer dans la boucle les parents. On ne peut pas soigner un enfant complètement sans faire... Sans relais familial. Est-ce que vous avez eu connaissance parfois d'enfants qui s'étaient confiés à un infirmier et l'infirmier lui avait conseillé d'aller voir le médecin de famille ou le pédiatre pour évoquer ces problèmes? On a déjà effectivement eu des agressions qui ont été confiées effectivement aux infirmiers scolaires et les infirmiers scolaires nous font souvent à l'hôpital le relais et après nous on essaye de prendre la suite, sachant que ce qu'ils ont dit à l'infirmier, ils ne nous le répètent pas obligatoirement. Donc ils peuvent signaler effectivement des cas extrêmement graves. Oui. Donc c'est effectivement indispensable, de les avoir. Sophie Targetti-Gambini, c'est une passerelle aussi d'avoir un infirmier scolaire. Il a un rôle important pour conseiller les enfants sur la nutrition. Il peut véhiculer les messages nutritionnels. Il est apte à le faire et d'ailleurs il le fait, ça c'est important. Et en général, il y a beaucoup d'enfants qui atterrissent à l'infirmerie parce qu'ils n'ont pas pris de petit déjeuner et qui se sentent faibles au cours de la matinée. Parce que le petit déjeuner, c'est très important au niveau de la concentration et de la mémoire. Donc les infirmiers sont là pour ça aussi. Ils peuvent sensibiliser aussi les enfants au désordre alimentaire, que ce soit la boulimie, l'anorexie. Ça, c'est beaucoup plus complexe. Boulimie, anorexie, même en tant que diététicienne, on ne peut pas être seul à suivre un enfant. Il faut être accompagné d'un psychologue, d'un médecin. C'est vraiment, ce sont des pathologies qui sont très compliquées à gérer. Alors parfois, on a du mal à manger aussi parce qu'on est stressé. Quel est le rôle de l'infirmier dans ce cas-là ? Alors, de conseiller déjà, ça c'est important. Alors, il y a des enfants qui ne vont pas beaucoup manger quand ils sont stressés. Il y a des enfants au contraire qui vont beaucoup manger lorsqu'ils sont stressés. Donc là, le rôle, voilà, c'est de donner des pistes un petit peu de petit déjeuner rapide qui va pas rester sur l'estomac le matin. Et ça, c'est important que les enfants sachent quel petit déjeuner prendre s'ils n'ont pas le temps le matin ou s'ils sont trop stressés, qu'ils n'ont pas faim au réveil.
L'infirmier est habilité à donner à manger à un enfant qui arrive, mettons, vers 10h30, 11h, en disant « je n'ai pas faim, je ne suis pas bien, je suis en hypoglycémie ». Alors, s'il est en hypoglycémie, il peut lui donner, effectivement, il doit lui donner quelque chose. En général, c'est plutôt peut-être un sucre ou un petit morceau de pain. Après, l'école n'est pas là pour donner le petit déjeuner. Donc, les enfants doivent prendre leur petit déjeuner à la maison. La collation de 10h a été interdite en milieu scolaire, donc elle est interdite depuis 2013. Donc les enfants n'ont pas le droit d'emmener de nourriture à l'école. Donc c'est très très important qu'ils prennent un petit déjeuner à la maison ou du moins sur le chemin de l'école. Et dans certains établissements aussi, on a proscrit les petites bouteilles d'eau minérale pour des raisons de sécurité. Oui. Quand il fait chaud, comment est-ce qu'on fait? Alors, les enseignants doivent donner régulièrement, doivent proposer régulièrement de l'eau aux enfants pour qu'ils soient bien hydratés. Ça, c'est très, très important. Parce chez nous, il fait quand même chaud toute l'année, donc il faut hydrater tout le temps. Et pas seulement à la cantine. On vient de parler du stress, on n'arrête pas le progrès. Il y a désormais des applications pour gérer le stress. Et ça s'adresse également aux plus jeunes. Docteur Cointe, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un gadget ou c'est quelque chose d'efficace? Je pense par exemple à Urgophile, qui a fait une grande publicité juste avant la rentrée scolaire, O.Zen et puis Ma fréquence cardiaque. Est-ce que vous recommandez ce type d'application? Alors, moi je les utilise. Je les recommande à un certain nombre de mes petits patients qui sont stressés. Souvent, c'est plus les ados parce que vraiment, les plus petits, c'est compliqué. Il y en a des gratuites aussi. Il y a par exemple Respirelax qui est quelque chose qui est complètement gratuit. C'est basé sur la cohérence cardiaque parce que toutes les applications que vous avez dit, c'est ça. C'est-à-dire qu'on synchronise, on essaye de synchroniser. Alors, je suis pas très compétente en voilà. La fréquence respiratoire avec le rythme cardiaque et effectivement ça procure un apaisement. Ça permet effectivement de ralentir le cœur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission FIR, je crois que ça s'appelait. Effectivement c'est basé sur ça. Ils pouvaient effectivement se calmer s'ils arrivaient à calmer la respiration. On sait que qu'il y a une trilogie entre les émotions, ce qui se passe dans le corps et nos pensées. Il suffit de contrôler l'un des trois pour modifier tout le reste. Donc si on contrôle, entre guillemets, notre respiration cardiaque, on va pouvoir effectivement déstresser, donc déstresser l'émotion et du coup modifier effectivement ce qu'on pense. Alors on va s'intéresser maintenant au sport. Les enfants et adolescents font beaucoup de sport à l'école, mais aussi en dehors des cours. Plusieurs d'entre eux nous racontent leur expérience au micro de Marc-Antoine Renucci. En activité, je fais de la danse et c'est tout. Est-ce que tu voudrais faire autre chose? Oui, du piano, du dessin. Le VTT, c'est le samedi matin. La guitare, c'est le mardi soir. Et le tennis, c'est le lundi soir aussi. Tu vas trop fatigué avec toutes ces activités? Non, ça va. Je suis pas trop fatiguée et à la maison, j'ai le temps de faire beaucoup de choses. La pêche, en fait tout ce qui est autour de la mer. Voilà. Est-ce que tu fais du sport? Oui, je vais commencer en septembre à faire de la boxe. Avant, je faisais de la boxe. Vu que quand je fais de la boxe, après quand je suis à l'école, et ben après je boxe tout le monde. Et donc j'ai arrêté la boxe. Mais bientôt, je vais faire du karaté. Eh bien, on souhaite bon courage à ces petits camarades de classe. Docteur, tout le monde dit que le sport, c'est bon. Comment est-ce que vous avez perçu la suppression du certificat médical? Il faut rappeler qu'avant, donc, quand on s'inscrivait dans un club, on fournissait un certificat médical. Maintenant, en fait, on a un certificat médical de non-contre-indication qui est valable 3 ans, sauf pour les sports à risque, comme la boxe ou le rugby. On vous a retiré une partie de votre travail? Non. Non, moi, ça n'empêche pas effectivement les personnes de venir voir régulièrement le médecin pour la santé de leur enfant. Le fait de faire des certificats médicaux tous les 3 ans, je pense qu'effectivement c'est suffisant, sachant que les parents prennent soin de leurs enfants, sont intelligents. Si leur enfant a un problème de santé, ils vont revoir le médecin en disant est-ce qu'il peut faire ça ou ça, sachant qu'il est essoufflé, que voilà, les parents font attention à leurs enfants. Ils ne vont pas l'emmener faire un sport d'une façon complètement inconsciente. Alors Sophie Target-Gambini, il faut s'alimenter comment?
lorsqu'on veut faire du sport? Alors, il faut avoir une alimentation qui est équilibrée, donc autant que les personnes qui ne font pas de sport. Des sucres lents en priorité? Oui, des sucres lents en priorité, donc des glucides complexes, donc dans les pâtes, le riz, les pommes de terre, mais également dans le quinoa, le boulgour, qui sont des céréales qui sont semi-complètes, qui sont très bonnes également. Bon, après, on ne parle pas de sport à haut niveau, donc on ne parle pas d'une alimentation particulière, mais et privilégier également les fruits secs. On n'y pense pas souvent, mais les enfants aiment bien et ça change des barres de céréales, justement, du commerce. Alors, certains parents veulent quand même s'assurer que tout va bien chez leur enfant et pour cela, ils peuvent rendre visite à un ostéopathe. Nous en avons rencontré un à Ajaccio, il s'appelle Alexandre Jouan. Il nous explique l'intérêt d'une consultation avant la reprise des entraînements. Les images sont signées Franck Rombaldi. Cette épaule, je te fais pas mal? Ah, super. Maëva va bientôt reprendre l'entraînement au GFCA section athlétisme. Blessée à la cheville à la fin de la saison passée en juin, elle vient s'assurer qu'elle pourra sans risque reprendre la compétition. Le but, c'est à titre préventif. C'est bien de venir pour essayer d'équilibrer un maximum le corps, moi à mon niveau, d'enlever toutes les fameuses tensions et d'essayer que justement il ne puisse pas y avoir de petits bobos musculaires. Les petits bobos qu'on va voir apparaître fin septembre quand la compétition va commencer à reprendre. Cet ostéopathe, ancien rugbyman, a pu le constater au fil de ses années de pratique médicale. Les types de blessures et leur fréquence varient grandement selon les disciplines sportives suivies par les enfants. Les sports dits traumatiques comme le football, le rugby, le handball, justement des sports avec contact, risquent, plus entorse, plus tendinite, parce qu'il va y avoir une surtension au niveau des muscles et des ligaments. Ensuite, la danse, la gym, ça va plus être des bobos de fin de saison à cause de l'enchaînement des galas et donc des répétitions. Même si l'enfant ne se plaint pas, il est conseillé de l'amener en consultation une fois par an. S'il est sportif, ce sera 2 au minimum. Elle est toute droite, prête pour une nouvelle saison. Maëva, elle, est remise sur pied. Un dernier conseil de la part de son ostéopathe et tout ira bien. Et donc pour l'école, t'as quoi comme type de sac? Un sac à dos. Que tu vas porter sur les 2 épaules. Non, sur une. Ce serait bien que tu la portes sur 2, parce que sinon tu vas encore te désaxer et tu finiras dans mon cabinet. D'accord? Bon, super. Voilà, ça, vous rajoutez le numéro de sécu et vous l'envoyez à la mutuelle. Docteur Coinde, c'est superflu d'aller chez l'ostéopathe? Alors, la formation des médecins fait qu'on ne connaît pas l'ostéopathie. Après, pour l'avoir testé, pour moi, pour les personnes effectivement de mon entourage, je pense que l'ostéopathie peut faire du bien, oui. Alors, la santé, ça passe aussi par une vigilance constante, notamment concernant les yeux et l'audition. À mesure qu'on grandit, le dépistage s'affaiblit. Il n'y a plus tellement de surveillance. On aurait plutôt tendance à faire attention aux yeux parce qu'on va s'apercevoir rapidement si un enfant a des problèmes de vision. L'audition, en revanche, c'est un peu laissé de côté. Alors, actuellement, l'audition, elle est testée dès la naissance chez les tout-petits. On recherche effectivement une surdité dès qu'ils naissent. S'il y a des doutes, ils sont recontrôlés. L'audition, après, effectivement, sera testée à la demande des médecins. S'ils voient des otites, s'ils voient effectivement des troubles de l'apprentissage du langage, s'il y a des symptômes, entre guillemets, qui apparaissent spontanément, ils ne sont pas retestés. À la médecine scolaire, je pense qu'ils ont des appareils pour les tester, comme ils testent effectivement la vue, donc ça peut aussi être dépisté à ce moment-là. Mais elle n'est pas dépistée plus que ça, non. Mais quand on est au lycée, on ne peut pas forcément s'apercevoir des troubles d'audition. On sait qu'il y a beaucoup d'adolescents qui portent des casques, des écouteurs, et que donc ça a des répercussions sur l'audition. Oui, ça a des répercussions sur l'audition, et non, c'est pas testé. Donc qu'est-ce qu'il faut conseiller aux parents? D'anticiper et peut-être d'aller voir un ORL, même si l'enfant ou l'adolescent ne présente pas, a priori, des symptômes? Je commencerai par le problème inverse, c'est-à-dire d'éviter qu'ils aient tout le temps des écouteurs sur les oreilles et qu'il y ait la musique trop forte. Déjà, la protéger, la santé publique, c'est déjà de protéger avant que le problème arrive. Effectivement, après, au moindre doute, aller voir l'ORL, sachant que le nombre de parents qui disent « mon enfant, il n'entend pas », mais qu'en fait, l'enfant entend parfaitement bien et qu'il fait juste semblant de ne pas entendre, c'est quand même assez fréquent.
Eh bien, avec tous ces conseils, on va donc souhaiter une bonne rentrée aux enfants et aux adolescents. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais là, je pense que déjà, un certain nombre de conseils très efficaces viennent d'être donnés. Nous allons découvrir maintenant le rendez-vous de Salud. Chaque mois, nous allons vous annoncer un rendez-vous, une manifestation qui traite de la santé. Alors pour ce mois de septembre, le 17, sur le site de la Parate à Eau-Sanguinaire à Ajaccio, Ensemble pour nos enfants est organisé à l'initiative de l'association La Marido. C'est une première. Catherine Riera, la présidente de La Marido, nous présente cette journée. C'est une journée que nous avons voulu créer et insérer dans ce mois mondial du cancer de l'enfant, le cancer pédiatrique. Donc nous avons voulu nous mobiliser pour essayer de sensibiliser la population et réussir la collecte cette année afin d'aider un programme de recherche que mène le professeur André sur le méduloblastome chez l'enfant. Donc on s'est engagé, on a signé il y a quelques jours cette convention qui nous engage sur les 3 prochaines années à verser 60 000 € pour participer à ce programme de recherche. Que va-t-il se passer le 17 septembre ? Alors d'abord, nous avons mis en place des parcours découvertes de ce magnifique site de la Parate. Donc il y aura une marche des enfants le matin avec des animateurs qui seront là pour expliquer la faune, la flore, le relief et bien sûr le patrimoine historique que représente le grand site de la Parate et sa tour. Mais il y aura également des jeux, des animations avec un rallye, des quiz à trouver, une petite chasse au trésor qui sera animée par le CPIE d'Ajaccio. Il y aura également des excursions en mer proposées par les navettes maritimes via Sanguinari. Et puis il y aura une découverte des activités aquacoles à travers, là aussi, des activités de pêche à la ligne, de quiz, de jeux, etc., etc. Ça, c'est pour la partie ludique, je dirais. Et puis parallèlement, nous aurons l'intervention du docteur Eka, qui viendra faire une petite conférence sur l'alimentation et la santé, pour faire prendre conscience à ces familles et à ces enfants que la santé est quelque chose de précieux, qu'il faut en prendre soin et que ça passe aussi par une hygiène de vie, une hygiène alimentaire. Donc il y aura une petite intervention du professeur Eka sur cette thématique-là. Voilà. Et puis nous avons la présence de Jean-Claude Aquavive à Villette, qui sera là pour, en direct et en live, nous chanter donc quelques titres de l'album qu'il a créé spécialement pour l'association La Marido et INSEM, et qui a été la bande sonore du film de Cathy Aquavive, qui sera donc diffusé non-stop pendant cette journée également, qui a été diffusé il y a quelques semaines sur France 3 Corse, et qui retrace le parcours justement d'Isabelle Baldacci à travers l'accompagnement qu'elle a eu à faire avec sa petite Lélia, et cette rencontre justement avec les associations au sein des hôpitaux. On espère proposer un programme bien sûr pour toutes les familles. Rendez-vous est donc pris le 17 septembre à la Parate à Eau-Sanguinaire. Docteur Coin, une réaction à cette initiative qui consiste donc à collecter des fonds pour aider la recherche sur les cancers pédiatriques. Je le disais, vous êtes pédiatre à l'hôpital d'Ajaccio. Est-ce que ce sont des pathologies que vous voyez en augmentation ? Alors, c'est des pathologies qu'on voit en augmentation. Vu le petit nombre de populations qu'on a, c'est relativement difficile à le dire, mais c'est des pathologies qu'on diagnostique régulièrement à l'hôpital d'Ajaccio. Et ça touche des enfants de plus en plus jeunes, ou on est toujours à peu près dans la même tranche d'âge ? Ça touche les enfants quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. On arrive à trouver des explications concernant l'origine de ces maladies ? Alors, je ne suis pas assez calée dans le domaine pour pouvoir vous répondre. Non, là, je ne pourrais pas répondre. Effectivement, il faudra demander à un oncologue s'il y a des facteurs de risque. Il y a des études qui sont faites ça, il y a des recherches qui sont faites ça. D'où l'intérêt, effectivement, d'avoir des financements. Si on trouve des causes faciles à identifier, on trouvera peut-être de quoi anticiper, encore une fois. Alors, sachez par ailleurs que les traditionnelles journées de la Marido sont un petit peu avancées dans le calendrier cette année en raison du congrès national des pompiers qui est prévu au mois d'octobre à Ajaccio. La 11e édition de la Marido va donc se dérouler les 28, 29, 30 septembre et 1er octobre. Ce sera place Millau à Ajaccio comme d'habitude. Le temps passe, il est temps d'ouvrir notre dernière rubrique « À lire, à voir ». Alors
chaque mois, de nombreux livres sur la santé sont publiés, mais parfois il est bon de se replonger dans des ouvrages plus anciens. Docteur Coinde, quel est votre coup de cœur? Qu'est-ce que vous allez nous faire partager et pourquoi? Tout d'abord, peut-être un livre sur l'hypnose. Alors, moi, j'ai effectivement un livre sur l'hypnose qui est l'hypnose, faut que je mette, ça marche vraiment. Donc, c'est un livre qui déjà réexplique ce que c'est l'hypnose, qui la sépare de l'hypnose de spectacle et qui permet effectivement de répondre à un certain nombre d'éléments et effectivement qui est tout public et dont le but effectivement est pour eux de savoir pourquoi s'adresser à l'hypnose, sur quelle pathologie. L'hypnose étant une thérapie qui est centrée sur solution et non pas centrée sur le problème et sur les ressources intérieures, le but étant effectivement d'augmenter nos ressources intérieures pour lutter contre le problème et non pas d'explorer le problème. Donc c'est une façon un petit peu différente d'aborder les choses et ça marche sur plein de choses et pour l'enfant en particulier sur les troubles du sommeil. Je pourrais faire coucou à un de mes petits patients qui en a eu une séance et qui après a bien dormi. Est-ce que c'est le seul ouvrage qui a été écrit par cet auteur? Alors, cet auteur a écrit aussi un autre livre que je trouve bien, que j'aime beaucoup et dont effectivement est proche aussi de l'hypnose, qui s'appelle « Écouter, parler, soigner ». On parle effectivement du langage hypnotique, ce langage en fait qu'on devrait tous utiliser et en particulier dans le milieu soignant qui consiste par exemple à ne pas dire de mais. Si votre enfant rentre de l'école en lui disant tu as une bonne note mais tu aurais pu faire mieux, ça, tu as une bonne note devant, il est complètement absent de la phrase. Par contre, si on dit exactement la même chose, tu as une bonne note et tu aurais pu faire mieux, c'est un encouragement et aussi une valorisation de ce qu'il a fait. Donc des petits trucs de langage qui sont importants, ils sont très très bien expliqués dans ce livre. Et je pense qu'on peut l'utiliser pour tout le monde, même dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai arrêté de dire des « mais » avec mes enfants. Et vous avez un troisième ouvrage, on parlait de vaccins tout à l'heure. On parlait de vaccins tout à l'heure. Le troisième ouvrage, c'est celui-ci, qui est écrit par une journaliste, qui est sorti aussi il n'y a pas très longtemps, et qui dédramatise et qui répond à plein de questions sur les vaccinations, en particulier les adjuvants, qui reposent effectivement les choses, qui, par exemple, sur la rougeole qui avait été imputée donnée de l'autisme, remet l'étude dans son contexte, les résultats dans son contexte, et du coup démonte l'angoisse liée à l'autisme. Alors, on va changer de coup de cœur avec vous, Sophie Targetti-Gambini. Vous allez nous parler d'un site internet auquel vous tenez. Oui, alors c'est le site mangerbouger.fr. C'est un site qui rappelle toutes les recommandations du PNNS, donc du programme national nutrition santé, et donc qui est très intéressant. Alors, on le trouve sur le site, mais également lorsque vous allez chez votre médecin, c'est sous forme de petits livrets. Donc pour ceux qui n'ont pas Internet, voilà, il n'y a pas de problème. Donc c'est un site qui est très très bien fait. On a la Fabrica Menu, par exemple, pour les gens qui n'ont pas d'idée. Donc là, c'est très bien. Vous rentrez le nombre de personnes. Donc on n'est pas trop dans la théorie. Il y a vraiment des applications pratiques. C'est ça qui est intéressant. Voilà. On vous donne les recommandations, mais on vous donne aussi les outils pour vous-même faire ce qu'il faut au quotidien. C'est un site qui a été créé à l'initiative de qui? Alors là, c'est un site, donc c'est la Haute Autorité de Santé, tout ça. Hein, donc c'est vraiment un site entre guillemets médical, je veux dire. Mais qui ne s'adresse pas uniquement aux professionnels de santé. Non. Il y a une rubrique spécialement pour les professionnels de santé, et puis vous avez tout public. Donc c'est voilà, et ça traite de tous les problèmes et de toutes les catégories d'âge, de l'enfant à la personne âgée. Donc on se connecte et on a réponse à nos questions. C'est cela. C'est ça. Alors, pour ma part, je vais vous recommander une série télévisée, 13 Reasons Why. C'est une série télévisée américaine qui a été adaptée du best-seller du même nom et qui a été diffusée sur Netflix au printemps dernier. Regardez cette bande-annonce et on en reparle juste après. Mon mari et moi, nous essayons toujours de comprendre. Salut, c'est Anna. Anna Baker. Assieds-toi parce que je suis sur le point de te raconter l'histoire de ma vie. Plus précisément, pourquoi elle s'est arrêtée. Et si tu écoutes cette cassette, c'est que tu n'y es pas pour rien.
Avant de se suicider, l'héroïne de cette série, Anna Baker, une adolescente, envoie à plusieurs de ses camarades des cassettes dans lesquelles elle détaille les raisons qui vont la pousser à ce geste extrême. En marge de la diffusion de la série, la chaîne Netflix a diffusé un documentaire sur le sujet du harcèlement dans la vie réelle. Plusieurs acteurs et membres de la production de cette série interviennent au cours de ce documentaire. À la suite de son succès, les épisodes ont généré une controverse liée à la représentation du suicide, obligeant Netflix à insérer un avertissement au début de tous les épisodes. Apologie du suicide ou pas, eh bien c'est à vous de vous faire une opinion. En tout cas, vous ne resterez pas indifférent sur ce que peuvent endurer les ados. Docteur Cointe, c'est important d'avoir ce genre de relais médiatique ? C'est important qu'il y ait un relais médiatique, c'est important qu'on se rende compte qu'on peut être tous responsables. Moi, j'ai vu effectivement la série, je l'ai trouvée très bien, qu'il faut écouter. On s'aperçoit qu'elle a été effectivement agressée dans ce film, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a des personnes qui auraient pu faire quelque chose et qui n'avaient pas l'écoute importante à ce moment-là. Donc on va revenir sur les infirmières scolaires. Il n'y en a pas, je crois, dans le film, mais une infirmière scolaire aurait pu faire changer les choses. Alors, autre conseil, eh bien, il s'agit d'un ouvrage Tous addicts et après, changer de regard sur les dépendances, qui vient d'être publié aux éditions Flammarion. L'ouvrage est paru il y a quelques jours seulement. Il a été rédigé par le docteur Laurent Carilla et le docteur William Lovenstein, médecin spécialisé en addictologie, fondateur et président de SOS Addiction. Alors on connaît déjà l'alcool, le tabac, le cannabis, la cocaïne. Eh bien, le livre nous dévoile de nouvelles addictions qui apparaissent, les activités sexuelles, l'hyper-usage des écrans. Il est question également de la prise en charge des personnes victimes de ces addictions. C'est un livre fascinant, mais plein d'espoir. C'est la fin de ce magazine. Un dernier mot, docteur Coinde, et vous, Sophie Targetti-Gambini. On souhaite une bonne rentrée aux élèves. Bonne rentrée à tous les enfants, oui. Voilà. Et donc, plein de sport. Plein de sport. Un dernier conseil. Une bonne alimentation toute l'année. Et aussi plein de jeux avec les parents, ce qui est effectivement très important. Voilà, des conseils à suivre donc tout au long de l'année. Vos suggestions et vos remarques seront les bienvenues sur la boîte mail de l'émission salut.biastela@francetv.fr. Avant de refermer ce premier numéro, un grand merci à Sylvia Coivive, Emmanuel Cardi et Fanny Otavi pour leur soutien. Un merci également à toutes les équipes techniques dont le rôle est essentiel dans la préparation et la diffusion des magazines. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt sur Via Stella pour un prochain numéro.